signification à cette baisse, on a touché les indicateurs techniques étaient au plus haut. Non, en réalité, il y a un manque de la Banque Centrale Européenne qui a diffusé une rumeur, ou alors c'est un fournisseur de news qui indiquait qu'un membre de la Banque Centrale avait indiqué qu'il allait baisser le quantitative easing, et donc l'étape d'après allait monter les taux. Donc ça, c'est des informations que nous, on regarde en tant que professionnels, et qui ne sont pas très regardées, alors que vous avez accès dans les fils Reuters que diffuse CMC, vous avez ce type d'informations-là qui vous permettent de gagner de l'argent. Donc il faut absolument, quand vous préparez vos journées, vous renseigner sur ces moments importants de la journée qui vous permettront après de passer au travers d'une news qui fera décaler le marché. Le sentiment de marché que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est par exemple, on n'a pas vraiment actuellement d'événements précis, hors en France avec l'élection présidentielle, mais c'était par exemple, on avait la Russie avec l'Ukraine, où à chaque événement géopolitique, on avait les marchés qui décrochaient. Donc ça c'est pareil, c'est des news qu'il faut suivre et qui permettent de prendre des positions. Donc on avait par exemple les élections américaines et les sondages américains qui faisaient décaler les marchés. On a eu paradoxalement le seul moment où ça a fait décaler les marchés, l'annonce de Bayrou qui ralliait Macron, qui avait surpris les marchés et qui avait fait décaler le CAC 40. Donc le sentiment de marché, les news, pour ceux qui traitent du CAC 40, c'est les sondages en France et autres, parce que ça va alimenter des perspectives d'une surprise ou pas à l'élection. Donc au niveau de la préparation de votre morning meeting, ce qui est important aussi, c'est de regarder plusieurs classes d'actifs. Même si vous traitez que les actions, c'est primordial de regarder aussi ce qui se passe sur le marché obligataire. Parce que les principaux investisseurs, ceux qui gèrent des centaines de milliards ou des milliers de milliards comme BlackRock, comme je le disais tout à l'heure, qui gèrent des portefeuilles aux alentours de 5 000 milliards, et PIMCO et Amundi, ces asset managers-là vont investir sur l'une ou l'autre de ces classes d'actifs. Quand il y a une classe d'actifs qui baisse, c'est au détriment ou à l'avantage d'une autre. Donc ce qu'on appelle le flight to quality. Donc quand il y a un actif risqué qui baisse, c'est pour s'investir sur le marché obligataire qui est beaucoup plus sécure. Donc on peut identifier ce que va faire ou analyser ce que va faire le marché action en regardant ce qui se passe sur le marché obligataire. Donc même si vous traitez uniquement le CAC 40 ou autre, c'est important de regarder ce qui se passe sur la dette à 10 ans française, sur la dette allemande ou sur la dette américaine. Donc là par exemple, on a l'exemple en 2016, les investisseurs étaient vendeurs sur les actions et acheteurs sur les obligations. C'est toujours ces vases communicantes entre ces deux classes d'actifs qui sont les deux principales classes d'actifs qu'un investisseur où un investisseur va investir. Donc quand on voit les marchés obligataires monter fortement dans des proportions assez importantes, c'est que les investisseurs veulent de la sécurité. S'ils veulent de la sécurité, c'est qu'ils estiment que les marchés à risque sont trop surévalués et donc ils vont sortir des marchés risqués. Donc les marchés à actions vont descendre. Donc si vous êtes acheteur sur le marché à actions et que vous voyez le marché obligataire s'envoler, vous allez prendre la décision de sortir du marché action. Donc ça va vous donner une information de ce que font les asset managers. Donc au niveau d'autres informations qui vous permettent de prendre des positions sur le marché, pour ceux qui font du trading, il y a ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est quoi? C'est identifier dans les transactions qui sont réalisées pendant la journée où se trouvent les acheteurs et les vendeurs et voir
qu'est-ce que font les principaux intervenants? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment les asset managers, ce qu'on appelle les real money, qui définissent des zones d'achat et de vente. Donc sur ce qu'on appelle un DOM, donc un Depth of Market, par exemple sur l'Eurostoxx, cette colonne-là, c'est le prix de l'Eurostoxx, donc là qui vaut 2910. Cette colonne en bleu, c'est les quantités qui sont placées à l'achat, et en rouge, c'est les quantités qui sont placées à la vente. Ces histogrammes en bleu, c'est les quantités qui ont été exécutées. Donc il y a également le time and sales qui permet d'avoir toutes les quantités qui passent à l'instant T. Donc quand vous traitez des futurs, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce que font les gros investisseurs. Il y a des avantages à traiter des CFD, il y a des avantages à traiter des futurs, et un des avantages à traiter des futurs, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce que font les acheteurs et qu'est-ce que font les vendeurs. Et quand vous faites du scalping sur des futurs, vous utilisez cette information-là en plus que l'analyse du branding meeting, des statistiques économiques et autres pour prendre des positions. Donc ça, c'est uniquement pour des personnes qui font du trading, on va dire, en intraday, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon du scalping. C'est je rentre à un niveau de prix et je vais essayer de prendre entre 1 point et 5 points de marché. Donc c'est une optique qui est différente, par exemple de l'exemple que Nicolas disait tout à l'heure sur le sucre, à savoir je rentre sur le sucre et j'essaie de prendre 100%. Sur ce type de méthodologie-là, c'est du in and out. On rentre et on sort au gré des flux des investisseurs. Donc, par exemple, sur ce graphique-là, on a clairement les zones de volume. Donc ces histogrammes-là permettent de localiser les fortes zones de volume. Et ces fortes zones de volume qu'on retrouve sur le carnet d'ordre vont nous donner en fait des niveaux d'achat et de vente. Je ne peux pas vous expliquer en 2 minutes toute la technicité du trading au carnet d'ordre, mais c'est un outil supplémentaire qui permet de définir à quel niveau de prix vous allez acheter et à quel niveau de prix vous allez vendre. Donc, comme je le disais, les volumes et l'outil graphique pour nous est utilisé uniquement pour définir des supports et des résistances. Certains utilisent des graphiques et analysent très bien des figures chartistes, comme nous disait tout à l'heure Nicolas. En l'occurrence, quand on fait du trading au carnet d'ordre, on utilise les graphiques uniquement pour définir des forts supports, des fortes résistances qui sont validées avec des fortes zones de volume à l'achat et à la vente. Donc au niveau de votre morning meeting, on a vu qu'il faut définir une checklist avec les informations économiques à récupérer avant de trader, connaître l'état du marché, les principales news qui vont faire bouger le marché, savoir ce que font les banques centrales, savoir ce qui se passe sur le marché actions, le marché obligations. Mais tout ça, c'est la partie la plus simple. En réalité, ce qui est dur dans le trading, c'est après de mettre en place une gestion du risque. Savoir comment vous allez gérer les positions perdantes, les positions qui se passent mal. On va dire que 80% de ceux qui veulent investir ou ceux qui veulent trader arrivent à identifier des zones d'achat, des zones de vente. Mais il reste toujours 10% ou 20% de configuration où le scénario est invalidé. Et quand le scénario est invalidé, il faut absolument définir une perte, un niveau de sortie et une perte qui ne va pas mettre en danger vos trades gagnants. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle un risk-reward. Vous ne pouvez pas engager des pertes énormes ou des pertes qui ne sont pas proportionnelles à vos gains. Donc c'est ce qu'on appelle le money management. Et cette partie-là, c'est la partie où les particuliers passent le moins de temps. Ils vont passer énormément de temps à essayer de trouver le bon indicateur,
essayer d'avoir la meilleure plateforme, essayer de connaître toutes les figures chartistes ou d'essayer d'avoir une technique au carnet d'ordre, mais ils vont négliger la partie money management et c'est ce qui va faire qu'ils ne vont pas réussir à passer le cap pour devenir profitable ou alors de gagner beaucoup d'argent sur les marchés. Donc sur la partie money management, chaque trader a son propre money management. On va dire qu'il y a deux types de traders. Quand je dis trader, c'est plutôt ceux qui font du trading que ceux qui font de l'investissement. Ceux qui font de l'investissement, pour moi, ils ont plutôt, comme on l'a vu au début de la conférence, la volonté d'avoir un portefeuille défensif. Ceux qui font du trading vont plutôt chercher à prendre la performance. Et donc, ils vont prendre des risques. Et donc, comme ils vont prendre beaucoup de risques, il faut qu'ils aient un money management très serré. Et chaque trader a son money management et chaque trader a un profil de trading. On a les traders qui vont être market makers, à savoir qu'ils vont toujours être contrariens, ils vont toujours être contre le marché et ils vont faire du scalping. Et on a des traders qui vont essayer de prendre des trades, on va dire, avec un nombre de points sur le marché beaucoup plus important. Ils ne vont pas faire du in and out, à savoir je rentre et puis je sors dans quelques secondes. Ils vont essayer de prendre des tendances. Même si c'est de l'intraday, ils vont essayer de prendre 5, 10 points, 20 points, 30 points, par exemple sur le CAC 40. Alors qu'un trader qui va être contrarien, il va prendre entre 1 point et 5 points et il va réitérer ses positions plusieurs fois dans la journée. Donc c'est vraiment important, quand vous démarrez le trading, de savoir si vous avez plutôt des compétences ou des aptitudes pour répéter des trades toute la journée. Je prends 1 point, 2 points, 3 points, je perds 2 points, je gagne 3 points, je perds 1 point. Ça va être dans l'espérance de gain un profil de trader comme celui-ci. Donc il y a des grands traders qui sont très connus comme Paul Rotter qui a une espérance de gain, à savoir je prends plein de petits gains et après je gère le trade qui se passe mal et je vais prendre moins 5 de pertes. Et après on a des traders qui eux vont plutôt essayer de prendre des tendances et donc ils vont accumuler des petites pertes parce qu'ils vont essayer de jouer des breakouts et donc ils ne vont pas se réaliser parce que 80% du temps le marché est dans un range, donc chaque fois qu'ils vont essayer de jouer la cassure du range, ça ne va pas se réaliser et comme ça ne se réalise pas, ils vont prendre une petite perte. Donc ils vont jouer une cassure à la hausse, une cassure à la baisse, une cassure à la hausse, une cassure à la baisse qui ne va pas se réaliser et donc ils vont prendre des petites pertes à chaque fois que ça ne va pas se réaliser. Par contre, dès que le marché sort du range, et bien là il y a une grosse tendance qui va arriver et là il y a un gros gain qui va arriver. Donc il faut vraiment définir où vous êtes bon et après de poursuivre sur ce type de trading. Donc c'est un peu comme le sport de haut niveau. Chaque individu est bon pour un type de sport, et bien dans le trading c'est un peu pareil. On ne peut pas s'improviser bon trader contrariant et suiveur de tendance. Généralement, c'est soit l'un ou soit l'autre. Il y a certains traders qui font les deux, mais généralement on est soit bon à l'un, soit bon à l'autre. Donc ça, on l'apprend généralement quand on fait de la démo. Quand vous démarrez le trading, et ça CMC vous le propose, des décomptes de simulateurs. C'est durant cette période en simulation que vous allez définir votre profil de risque. Et après, vous allez définir votre profil de risque, votre money management, et après, vous allez passer en réel. Mais c'est vraiment important de connaître comment vous êtes à l'aise pour pouvoir ensuite développer un trading qui va être rentable. Donc, tout ne joue pas dans la capacité à analyser le marché. Ensuite, c'est comment je le mets en pratique. Et des fois, on a des traders, des investisseurs qui ont vraiment des aptitudes à analyser le marché, mais qui ne vont pas réussir à le transformer en trading parce qu'ils vont avoir un money management qui n'est pas adapté à leur profil de trader. Donc, vous n'allez pas trader de la même manière, vous n'allez pas avoir un money management de la même manière si vous êtes contrarien, market maker, ou si vous êtes un trader suivi de tendance. Donc, c'est pour ça que
je vais terminer sur ces parties avant de redonner la parole à Nicolas. C'est toutes ces parties-là, d'analyse du marché, de préparation du morning meeting et de backtesting de votre stratégie, cette partie-là doit se faire sur simulateur. Parce que, comme c'est de la simulation, le côté affectif ne va pas rentrer en cause dans la partie analyse. Et donc, vous pouvez vous concentrer uniquement sur les paramètres techniques. Et dès que vous êtes rentable en simulateur, après, vous pouvez passer en réel et après augmenter votre taille, comme on dit, donc en traitant de plus en plus gros. Donc, je vais redonner la parole à Nicolas ou à Fabien.